Bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Enquête de région, l'émission qui prend le temps de vous raconter ce qui se passe tout près de chez vous. Au sommaire ce soir, nous allons suivre ces habitants de la vallée de la Roya qui ont choisi la désobéissance civile pour venir en aide aux migrants. Et puis nous trinquerons avec modération bien sûr à la santé de ces femmes passionnées par le travail de la vigne. Elles sont de plus en plus nombreuses dans notre région. Mais d'abord, donc, quel accueil réservé aux migrants? Question d'actualité quelques semaines après le démantèlement de la jungle de Calais. Dans les Alpes-Maritimes, l'urgence, c'est bien sûr la gestion de la frontière avec l'Italie, une frontière de plus en plus étanche. Du coup, les migrants sont désormais nombreux à tenter leur chance à pied, parfois au péril de leur vie. En pensant rejoindre le nord, certains se retrouvent dans un cul-de-sac, la vallée de la Roya, ce petit bout de France niché sur les hauteurs de Vintimille. Là, un réseau d'anonymes a décidé de leur venir en aide, quitte parfois à braver la loi. Certains les hébergent, d'autres les transportent ou les nourrissent. Une désobéissance civile longtemps cachée est désormais assumée au grand jour pour mettre l'État face à ses responsabilités, notamment en matière d'accueil des mineurs isolés. Avec Frédéric Cerulli et Eric Elkoubi, nous avons voulu savoir qui sont ces militants et quelles sont leurs motivations. Vous verrez qu'on est parfois loin des stéréotypes. Royal Insoumise, c'est le premier reportage d'Enquête de région. Pour eux, le voyage vers un ailleurs commence presque toujours la nuit. Fantômes errant le long des routes, ombres vagabondes. Entre Vintimille et Breil-sur-Roya, peut-être un père et son fils, qui sait. Ils n'ont pour le reste du monde ni visage, ni nom. Seuls quelques anonymes retranchés dans une vallée insoumise vont les faire sortir de la pénombre. Le père et le fils sont en fait deux jeunes hommes, Abraham et Barakat. Après une nuit de marche, ils ont rejoint un petit bout de France, la Roya. Ils ne savent pas encore qu'ils sont en fait dans une impasse. Ah, tu le connais. Hey, tu leur as dit de venir? Hey, tu leur as dit de venir, j'en suis sûre, non? Non. Okay. On les a vus, d'abord peu, d'abord quelques-uns le long de nos routes, complètement perdus. Et c'est là que nous sommes un certain nombre à nous être dit, on va les accueillir, on va les faire monter dans nos voitures et on va les protéger. Donc ça s'est passé en fait, je ne peux pas vous dire comment ça s'est passé. La première fois, j'ai vu un homme, une femme et un enfant sur le bord de la route, je me suis arrêtée, je les ai fait monter. Et je les ai ramenés chez moi, sans réfléchir plus, je veux dire. À son arrivée, Barakat tombe dans les bras d'un compagnon d'errance. Chez Françoise Cotta, l'une des premières à avoir ouvert ses portes, les migrants viennent quelques jours, se croisent et parfois se retrouvent. Milano to Ils étaient à Milan ensemble, Milano. C'est Campi. dans le même camp. Oh. 7. 7 heures. Oui, 7 heures pour venir. Nous n'avions ni eau, ni nourriture. No food, no water. Il fallait avancer, sans rien. Big hungry. On a très faim. Se réchauffer, reprendre des forces. Ici, les deux garçons vont pouvoir souffler, enfin. Mais de temps en temps, il y en a un qui fait sa prière. Parce qu'il continue à croire en Dieu en plus. Il continue à croire en Dieu, c'est fou quand même. Françoise, elle, ne croit plus qu'en elle-même et en quelques habitants de la vallée. Viens, on se suit, on se suit.
Celle qui accueille les migrants échoués dans la Roya vient de recevoir un appel urgent. Là, je vais récupérer le frère d'un des garçons qui est là, qui est au bord de la route avec 3 autres. Vous venez de l'apprendre? Oui, je viens de l'apprendre et bon. C'est difficile de dire non parce qu'on a le frère ici. C'est un villageois qui l'a prévenu. Il a trouvé sur le bord de la route 3 jeunes garçons. Donc vous comprenez que c'est impossible de lui dire qu'on ne va pas le prendre. Humainement, c'est impossible. On a des situations humaines qui sont très difficiles à gérer. Il y a 2 jours, en pleine nuit, un des garçons qui était à la maison a appris que sa femme s'était noyée dans un bateau de 450 personnes qui a sombré dans la Méditerranée. Donc il a fallu aussi gérer ça, ce qui est extrêmement difficile quand même. Alors tous les Érythréens l'ont soutenu, ils ont été faire une espèce de messe dans la chapelle parce qu'ils sont très catholiques, très croyants. Mais c'était pas très facile à gérer quand même. Gendarmerie, putain. Il y avait la gendarmerie. Oui, il y a une voiture de gendarmerie. Et donc, dans ces cas-là, vous faites comment? J'en sais rien, il faut que je réfléchisse sur le chemin. Yalla, 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 allez. Vite, 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 vite. Françoise Cotta est avocate. En faisant monter ces jeunes dans sa voiture, elle sait parfaitement ce qu'elle encourt. Quels sont les risques là? Là, c'est qu'ils nous arrêtent, qu'ils prennent les mineurs, qu'ils les ramènent en Italie, ce qui est illégal, et que nous, ils nous bloquent, je ne sais pas, un petit peu en garde à vue par exemple. Ce qui n'est pas très grave, mais ce qui nous fait perdre du temps, on a autre chose à faire. Parce que moi, de toute façon, moi je n'arrive pas à intégrer le fait que ce que je fais est illégal. C'est pas moi qui suis dans l'illégalité, c'est en face. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, on ne se laisse pas impressionner, parce que nous sommes dans notre bon droit. Puis vous savez, à un moment donné, il faut aussi que la désobéissance civile se fasse jour, parce qu'on ne peut pas accepter ce qui se passe actuellement dans notre pays. En arrivant chez elle, les 3 jeunes, tous érythréens, découvrent un havre de paix inespéré. Ah, Ok. vous êtes amis. Bon. Ok. Good. Et vous êtes frères? Ok. 2 brothers, 2 good. frères. You have Tu only n'as one qu'un brother, frère, hein, I hope. j'espère. Là, quelques heures, quelques jours, peut-être quelques semaines, ils vont pouvoir dormir au chaud, manger, cesser de se sentir traqués. Le répit pour eux, Les garçons, je veux vous parler. mais pour Françoise, l'inquiétude. Je m'excuse pour la façon dont le gouvernement français vous accueille. Ne vous accueille pas, plus exactement. Je suis désolée. Ok, I'm sorry. This morning, Ce matin, one of you quelqu'un m'a asked demandé me to d'aller go sur la on the route road pour aller and chercher take son the brother frère et un of ami de a son friend of frère. brother. C'est la Is the dernière next fois que je time fais ça. I do On ne that. peut pas We être plus can't nombreux be more ici. here. C'est It's impossible. impossible. OK? Okay? And Maintenant, now, please, s'il you vous stop plaît, phone vous arrêtez d'appeler à Ventimiglia to tell Vintimille cop. pour dire de venir. Stop. Stop. If you do that Si vous more, recommencez, everybody out. tout le monde dehors. Okay? Au départ, elle n'en a accueilli que quelques-uns. En quelques jours, le bouche à oreille a fait le reste. Aujourd'hui, Françoise se sent dépassée par la situation. Je pense que j'ai atteint mes limites. Il y a 25-26 personnes ici, je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas les héberger correctement et les nourrir correctement en faisant plus. Et nous sommes tous dans cette situation dans l'association, c'est-à-dire que nous savons quelles sont nos limites. C'est pour ça que nous disons maintenant, ça suffit, c'est urgent, que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, qu'ils ouvrent des centres d'accueil temporaires. Après, nous, on assumera ce qu'on a assumé dans ces centres d'accueil, mais c'est impératif, c'est absolument impératif. Ils ont arrêté les antibiotiques, ils ont donné des trucs pour asthmatiques. Dès le lendemain, il allait mieux. Oui, il avait oui, quand repris le Médecins du sourire, Monde est passé. l'appétit, etc. Est-ce qu'il y a d'autres besoins de soins là-haut? Parce que nous, on peut pas, on n'arrivera plus à... À chaque nouvelle arrivée, l'urgence est d'abord sanitaire. Infirmières et docteurs bénévoles interviennent à tour de rôle pour soigner des migrants parfois blessés, toujours épuisés. Les maladies de peau comme la gale sont fréquentes. Il suffit de pas grand-chose et puis ça devient une infection, puis ça devient un abcès. Vous traitez quel type de symptômes de ces jeunes qui arrivent après parfois des heures de marche, beaucoup de mois d'errance?
Voilà, alors c'est souvent ces problèmes dermato, ces blessures qui se sont infectées, plus des ampoules aux pieds, voilà, c'est souvent ça. Hein. Des manques, quand ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir des chaussures changées ou des chaussettes. Il arrive aujourd'hui, le pauvre, et donc lui c'est tout neuf. Donc il se demande dans quel univers il est arrivé. Il est arrivé aujourd'hui. Il est arrivé aujourd'hui. Ouais. Je ne l'avais pas vu hier, je ne le connaissais pas. Donc effectivement, le plus logique, c'est du bon sens. Quand on fait des soins, on ne peut pas leur faire des soins s'ils n'ont pas été à la douche avant, quoi. Donc ils profitent d'une douche, et là, la douche, elle a duré une demi-heure, je crois. Il a dû adorer, je pense, la douche. Un peu de confort dans un long chemin d'errance. Hola, ça va bambino? Maman, ça va? Bien? Face à cette détresse, Cédric Héroux n'a pas hésité longtemps. Quelques caravanes installées en urgence dans son jardin, il y accueille en priorité des mineurs ou de jeunes adultes. Psychologiquement, ils sont dans quel état? Perdus. On voit les copains tchadiens là, qui, au niveau des réponses, ils ne savent pas trop où ils vont, pourquoi. Même quand on leur demande de retracer leur vie, des fois il y a pas mal de trous en fait. Ils sont une espèce de no man's land et c'est assez typique ça, je trouve. Épuisés par un interminable exode, ces jeunes ont tous des parcours de vie dramatiques. Ousmane a quitté son pays, le Tchad, il y a 2 ans. Toute ma famille, ils ont perdu mon père, ma mère, tout ça. Je n'ai pas vu ma mère, ça fait 8 ans. Et mon père, dont je suis petit, il est mort. J'ai 3 sœurs là-bas. C'est là que je suis venu en Libye pour faire le travail. Le plus dur, c'est là-bas en Libye. On ne donne pas l'argent. Si tu as fait le travail même, on ne te donne pas l'argent. Ils vont te frapper seulement. Si tu as parlé, ils ont des armes. Il faut entendre chacune de ces histoires pour comprendre l'acharnement de ces jeunes à passer la frontière. On a des témoignages pour une gamine, elle arrivait là, alors elle était 15 ans, 14-15 ans, un truc par là. Et elle arrivait ici, elle n'arrivait plus à marcher du tout. J'ai dû aller la chercher à 3h du matin sur la route parce qu'il y a un ami qui m'a lancé l'alerte. Et elle s'est tentée 12 fois de passer en 15 jours, les 15 derniers jours. Elle arrivait, elle avait les pieds complètement gonflés. C'est des jeunes, c'est des têtes brûlées. Hein. Au départ, Cédric Héroux allait chercher les mineurs à Vintimille pour leur faire passer la frontière. Bonjour, Michael Jackson. Arrêté une première fois, il a été remis en liberté sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui au nom de l'immunité humanitaire. Mais une fois son adresse connue, les migrants sont arrivés chez lui par leurs propres moyens. À la mi-octobre, il se retrouve avec près de 60 personnes dans son jardin. Là, on s'est dit qu'il faut trouver une solution très rapidement. Très rapidement. Donc j'ai appelé la mairie de Bray-sur-Roya. J'ai pas eu de réponse de leur part. Et après, on s'est dit, on va les mettre à l'abri de toute manière, au moins pour la nuit. C'est une décision qui s'est prise On a les réunions le matin à 10h, à 19h, on était sur le lieu en question. Et on a décidé de prendre un lieu qui était désaffecté depuis 10 ans. Un ancien bâtiment de la SNCF à Saint-Dalmas-de-Tende. 3 jours plus tard, le camp sera évacué par les gendarmes, 20 mineurs pris en charge par les services sociaux. Cédric Héroux, lui, est de nouveau placé en garde à vue et cette fois-ci poursuivi pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour d'étrangers en situation irrégulière. Moi, si ça continue comme ça, je vais finir en prison, je crois. Parce qu'on me demande en fait de fermer ma porte à double tour et de clôturer mon terrain pour que personne ne rentre chez moi. Et on me demande, quand je prends la voiture la nuit, quand je rentre de mes livraisons tard le soir, et quand je croise des mineurs ou des femmes avec des enfants, on me demande de
tourner la tête et de ne pas regarder. On me demande de fermer les yeux sur les mafieux qui travaillent sur la prostitution, sur du passage, sur la pédophilie et laisser les gamins là-bas dedans. Et moi, je ne peux pas. Voilà. Cédric Héroux est devenu la figure médiatique de cette désobéissance civile. Il risque jusqu'à 5 ans de prison. Combien d'autres militants œuvrent dans l'ombre? Combien sont-ils à transporter et héberger des migrants dans la vallée de la Roya? D'après nos informations, plusieurs dizaines. Un chiffre forcément approximatif, car beaucoup le font en secret. Le sujet est encore très sensible. Jour de marché à Breil-sur-Roya. Nous y retrouvons Françoise en plein débat. Le département fait cette mission-là. Voilà. La gauche plurielle. Quelle gauche? Il n'y en a plus. C'est pas une question de gauche, c'est une question de protection des enfants. Quand on voit qu'ils ont une carte bleue, qu'ils peuvent retirer 40 € par jour, vous les voyez, ils sont habillés en Nike, ils ont le portable, etc. Je conçois qu'ils soient déracinés. Mais nous, par rapport à nos anciens qui crèvent la dalle, hein, eh ben, on fait beaucoup pour les migrants, c'est tout. Voilà, il y en a marre maintenant. Pourquoi aider les migrants plutôt que nos retraités et nos SDF? De quoi, chérie? Il y en a encore un peu là, mon cœur. Cet argument, Jean-Pierre et Gisèle Cotalorda ont bien du mal à l'entendre. Les gens qui disent ça, ils ne s'occupent jamais des SDF, jamais. Nous, on est sensibles à la misère humaine. On est sensible à la misère humaine à Nice, à Menton, parce que ce sont des SDF. Et là, maintenant, c'est à notre porte. C'est bon, je veux dire, c'est notre seul moteur. Et le reste, ça n'a pas d'importance. Mais cet argument-là, c'est, on peut même pas discuter de ça. Et nous, entre parenthèses, nous, on s'occupe des deux, donc c'est encore mieux. Depuis 23 ans, au sein de leur association Soupe de Nuit, ce couple de retraités distribue chaque semaine des centaines de repas aux sans-abri de la région. Alors quand les migrants ont débarqué sur nos côtes, les aider a été pour eux une évidence, même si la mission s'avère plus compliquée. Impossible par exemple de distribuer des repas chauds. On est obligé de faire des petits sachets que l'on peut distribuer à la sauvette pour ne pas être inquiété par la police, tout simplement. Parce que dans la mesure où le maire de Vintimille a pris un arrêté disant qu'il était hors de question que nous donnions à manger aux migrants, on est obligé de se cacher tout simplement. D'où ces petits sachets qui nous prennent beaucoup de temps. Mais voilà, et nous n'avons pas la possibilité de nous installer. Donne ma chaton. Merci. Hop là. Hop. Non. So we don't eat something. On n'a rien mangé. Two days, sorry. Depuis 2 jours. 2 jours sans manger? Without eating. Sans manger. Only On a drink. juste bu. Il faudrait essayer de passer, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Espérons que vous allez y arriver. Je vous le souhaite en tout cas. Allez, Inch'Allah. Courage. Mon Dieu, où est parti? Nous, on deal des sardines. Hein. On est des dealers de sardines. Des dealers de sardines, des passeurs et des hébergeurs et des... Enfin voilà, et des distributeurs. On fait un peu tout ça. À la nuit tombée, avec leur sachet repas, Gisèle et Jean-Pierre viennent incognito à Vintimille. Ils craignent autant la police que la délation des riverains. Arrivés à la gare, l'un des endroits les plus surveillés. On se met là, tu vas les chercher. Ils font les poubelles. Oh, voilà, tu vas les chercher. Tu Attends, leur dis une de seconde, venir une là. seconde. Ils viennent, les gars. La semaine dernière, ils sont venus. Attends. Ils vont venir encore. Oh, oh, oh. Qui font les Tiens, tiens, poubelles, tiens. bon sang, on ne peut pas ne faire rien. Tiens, tiens. Do you want to eat? Vous voulez manger? Mangez. Manger. Non, pas police. Viens, viens là-bas. Viens. Venez, venez, venez. Eh, venez, venez. Venez. Vous étiez commandant de police. Oui. Là, ce soir, vous auriez pu vous faire arrêter par la police Absolument. italienne. Absolument. C'est-à-dire que moi, pendant 33 ou 34 ans, j'ai mis des gens en garde à vue. Et ce soir, j'aurais pu m'y trouver. Voilà. Bien sûr, bien sûr.
Mais c'est pas gênant parce que je pense que j'aurais pu aller en garde à vue, mais je pense faire quelque chose qui n'est pas illégal. Sur le trottoir. Sur le trottoir. Tiens. Voilà. De rien. En distribuant de la nourriture aux migrants dans les rues de Vintimille, le couple de retraités est hors la loi. Et non, bien que le soir. Hein. C'est interdit de donner, on ne peut pas venir. Hein. C'est interdit, la police nous cherche. Hein. Ils risquent une interdiction de territoire, bien peu de choses selon eux comparé à la détresse des migrants. Ici, sous un pont, caché du reste du monde, ils vivent au bord de la Roya, au milieu des détritus et des rats. Vous êtes nombreux là-bas? Ouais, on est nombreux là-bas. Ah. Peut-être 15 comme ça. Ah d'accord. Vous voulez aller où? En France En ou France, plus loin? bien sûr. C'est pas loin pourtant, hein, la France. C'est pas loin, mais c'est pas loin, c'est dur. tellement difficile. Ouais. Leur pays, c'est derrière. Voilà, c'est le sud. Donc quand on se tourne, le nord, c'est là. Et la route qui est là, ben, c'est la route qui va vers le nord. Et quand ils arrivent chez nous et qu'on leur demande où voulez-vous aller, ah ben on est sur la route de Paris. Ils sont persuadés qu'ils sont sur la route de Paris. Et ils sont tout bêtes d'apprendre que c'est pas la bonne route du tout et que là c'est une impasse. On se retrouve encore en Italie, quoi, c'est ça. Hein. Voilà. C'est qu'ici, la route entre l'Italie, ici Ventimille, et la frontière de Tende, elle fait à peu près 30 ou 35 km, hein, pas plus. C'est-à-dire que vous la remontez en 35 km, vous êtes de nouveau en Italie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On est fatigué en Europe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'on va devenir fous. Pourquoi nous traitent-ils comme des chiens? Moi, je pense à quelque chose. Si un Italien venait dans notre pays, on ne le traiterait pas comme ça. Il pourra aller là où il veut parce que c'est un être humain comme nous. Nous sommes égaux devant Dieu. Pour Gisèle et Jean-Pierre, la maraude se termine sur un goût amer. Ils avaient préparé 120 repas, trop peu face à l'afflux de migrants. Ah ouais, on a tout donné. Hein. Alors des fois, on a au moins du pain, là, on n'en a même pas ce soir. Ouais, on regarde, ils arrivent, et voilà. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Je tourne la tête et je dis, j'ai plus rien. J'ose pas, hein. Je vais suer, hein. Quasiment chaque soir, depuis l'un des villages de la Roya, part une équipe de bénévoles pour distribuer des repas à Vintimille. Coût de l'opération 900 € par semaine, financé uniquement par des dons. Dans la vallée, chacun aide comme il peut. Démocratie, oui, mais the sentence very important in France, liberté, égalité, fraternité. Fraternité. My brother, you are my brother. I wait for Hassan. Retour chez Françoise. Chaque semaine, une de ses amies vient donner gratuitement un cours de français à ceux plutôt rares qui ne rêvent ni d'Allemagne ni d'Angleterre. Asna, c'est la même famille. Et c'est les parents de tous les enfants. Ça, c'est Khalifa, c'est le tonton. Tu es l'uncle, the uncle. Et donc, ils veulent vraiment s'installer en France. Et Mamadou, lui, il veut suivre des études. C'est un intellectuel. Merci. De rien. Je suis dans un département qui ne veut pas les accueillir. Donc, évidemment, je me positionne en résistante. Mais maintenant, je me positionne en amie avec un échange. C'est-à-dire qu'on a créé une amitié, on est amis. Donc, maintenant, c'est plus la même chose. J'attends à l'école. D'aller à l'école. D'aller à l'école. On a été si bien accueillis. Maman Françoise, je ne pouvais pas imaginer tout ce qu'elle ferait pour nous. Nous sommes plus que reconnaissants. Je sais que c'est très dangereux pour eux de nous faire rester ici. Mais ils se sacrifient pour nous et on a du respect pour eux. Pourquoi et comment, en quelques semaines, la vallée de la Roya est-elle devenue le symbole de la désobéissance civile face aux politiques migratoires? Ce petit bout de France, dont certains villages étaient encore italiens à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous, on a vraiment un sentiment d'appartenance à la Roya. La Roya qui est
qui s'écoule sur Vintimille. Donc Vintimille, c'est chez nous. Hein, quand j'entends ces poncifs où vous devriez vous occuper des SDF français, moi, je suis... mes grands-parents sont nés italiens. Donc moi, italien, français, pour moi, c'est pareil. Alors après, soit noir ou blanc, c'est pareil. Donc je pense que culturellement, cette vallée est une vallée de passage et que l'entraide, elle s'est faite de fait. Quelqu'un y passe, on lui ouvre la porte et on le fait manger à la maison. Il faut se souffler dans les naseaux. Le temps de l'accueil, puis celui du départ. T'as peur, toi, hein? Chez Françoise, la plupart des migrants ne restent que quelques jours. Régulièrement, l'avocate organise des transferts. Ce soir, c'est au tour d'une famille érythréenne de faire ses bagages. Je veux aller à Paris puis en Allemagne. On a un problème avec notre petite fille. Elle est sourde et muette. Elle est tombée malade il y a 3 ans en Érythrée. C'est à la nuit tombée que le départ est donné. Sois prudente. Oui, je penserai à toi. Allez, go. La famille est persuadée qu'elle va pouvoir rejoindre Paris directement. Elle ne sait pas encore que grâce à un réseau d'anonymes, son voyage va être un long passage de relais, de maison en maison, de gare en gare, pour l'éloigner le plus possible de l'Italie. Je suis heureuse. Pourquoi ? Peut-être que je vais retrouver ma famille en Allemagne. Et peut-être que je vais trouver un mari. Par les petites routes, ils vont être emmenés loin de la frontière. Ce soir, ils dormiront ailleurs. Ils ne savent pas vraiment où. Le plus loin possible, pour continuer d'avancer, persuadés qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et d'après nos informations, déjà plusieurs centaines de migrants auraient bénéficié de cette chaîne de solidarité. Elles sont vigneronnes, œnologues ou sommelières et le travail de la vigne les passionne. Elles ont réussi, chacune dans leur domaine, à se faire une petite place dans le monde encore très masculin du vin. Nous les avons suivies entre les vendanges, les assemblages, la vinification et un rallye viticole. Depuis Loubier à la Selle en passant par Saint-Maximin, vous allez découvrir ces faiseuses de vin. Des vignes et des femmes, c'est un reportage de Sophia Carias, Marie-Agnès Pelleran et Frédéric Buis. Longtemps masculin, le monde des vignes et du vin s'ouvre depuis quelques années aux femmes. On les voit sur les engins, s'occuper de la terre ou dans les chais au moment de la vinification. Maman devant le tracteur, maman au pressoir et maman dans le cul. Mon mari n'aurait pas fait ce choix-là, c'est une cave de filles. Mais font-elles un vin différent ou font-elles du vin différemment? J'en ai aucune idée. Les femmes parlent-elles d'une autre manière du vin? Et j'imagine le vin en bouche qui va me caresser aussi. Parce que le vin, c'est très sensuel. Et puis, est-il difficile, aujourd'hui encore, d'être une femme dans ce milieu masculin, celui du vin? En plein cœur de la nuit, à Pontevès, dans le Haut-Var, Lucie Moutonnet débute sa dernière journée de vendange. Un moment délicat. Il y a toujours un petit doute à ce moment-là. Aux manettes de la benne pleine de raisins, il lui faut viser juste, ne pas rater une goutte de la précieuse cargaison de Syrah, un cépage noir dont elle va prendre le plus grand soin jusqu'à mesurer la température. C'est mieux d'être là tôt, parce que c'est toute la problématique de rentrer un raisin qui soit frais. Pour faire du rosé en Provence, on ne peut pas imaginer faire un rosé à 25 degrés l'après-midi sur un raisin qui a déjà pris la température. Parce que donc la couleur qui est dans la peau, elle va diffuser avec la température tout au long de la journée. Alors que le matin, elle va rester dans la peau. Donc au pressoir, nous on va faire le travail qu'il faut pour que le jus s'écoule sans avoir pris la teinte de la peau. La vendangeuse va travailler jusqu'au petit matin. Dans l'esprit de ses parents, Lucie, petite cadette d'une famille de 3 enfants, n'était pas destinée à faire du vin. Son père cultivait ici des plantes médicinales. Et puis l'amour de la vigne a été le plus fort.
quand j'ai fini mes études et que j'ai bossé un peu à droite à gauche en bureau d'études, je me suis dit non mais en fait c'est pas ça que je veux faire. Moi je veux être agriculteur, je veux faire du vin, je veux m'installer. Donc ça a été le moment pour mon père de prendre la retraite et moi de le pousser gentiment et de prendre sa place. Beaucoup l'ont pris pour une folle, comme elle le dit elle-même, mais aujourd'hui la jeune femme gère 12 hectares de vignes et sa vie se calque sur celle de cette plante. Mon champ de vision du 1er janvier au 31 décembre, c'est les vignes. Donc moi, je trouve ça chouette. Et j'aime bien la succession des saisons sur la vigne. Voilà, elles donnent tout ce qu'elles peuvent, c'est le dernier moment. Elles vont nous donner le raisin, on va ramasser, c'est enfin le travail d'une année. Et puis après, on va les voir se mettre au repos petit à petit, jusqu'à ce que l'hiver les mette vraiment au repos complet. Et là, voilà, je vous le disais tout à l'heure, on va écouter le froid dans les vignes, les pieds qui craquent, crush, crush, crush. Et on sait que là, elles se reposent. Et nous aussi. Au même moment, à Traits, démarre le rallye viticole de la Sainte-Victoire. Parmi les participants, Gisèle Marguin. Où on en est? Alors, on est sur le blanc premier et on s'initie à la dégustation. Elle est présidente de l'association des sommeliers Alpes-Marseille-Provence, la première femme de France à ce poste. Et les viticulteurs de la Sainte-Victoire, elle les connaît tous depuis des années, puisque son métier, c'est de goûter les vins et de les raconter. J'ai tout le film. J'ai tout le film qui revient de la famille, du domaine. Je suis là, je me revois. Et c'est ce que je dis aux sommeliers lorsqu'on les amène sur un domaine. Le jour où ils vont ouvrir une bouteille de ce domaine où nous sommes allés, eh bien, on ne travaille pas. On revit un beau moment. Et quand en plus, parce que c'est pas de la flagornerie, mais quand on déguste des vins comme ça, je veux dire, on est proche de l'excellence quand même. En sortant du domaine, tu tournes à droite. Ici, là ? Oui. Chez une autre viticultrice, à 2 pas de là. Et Jacqueline Guichot a eu une autre vie avant, puisqu'elle était pharmacienne sur Paris. Dans un décor grandiose, au pied de la Sainte-Victoire, s'étend un immense domaine. Sa propriétaire travaille en biodynamie. Je ne me compare pas à Cézanne, non, surtout pas. Mais j'essaie effectivement de retrouver ce terroir dans la bouteille. C'est important, je crois. On ne peut pas passer à côté ici. C'est pas possible. On va passer par là ? Et ce jour-là, la viticultrice va proposer à Gisèle Marguin de découvrir sa pouponnière où elle expérimente un nouveau concept. Tu me fais voir tes belles amphores ? Oh, magique. Je suis privilégiée, merci. Ça s'appelle une amphore et c'est une amphore en terre cuite. Le seul souci de ce genre de choses, c'est très sensuel. Hein. Tout à fait. Sensuel. Et j'imagine le vin en bouche qui va me caresser aussi. Parce que le vin, c'est très sensuel. Parce qu'il y a un contact, on s'imprègne l'un de l'autre et ça parle. Et là, j'ai hâte. Là, le désir monte. C'est amphore. C'est terrible. Quand je vous dis que c'est terriblement dangereux, c'est le vin, c'est une addiction, je veux dire, intellectuelle. Moi, je dis toujours que le vigneron, il fait un bébé tous les ans. C'est comme un enfant dans une famille qui arrive. Donc, voilà, il y a la préparation, il y a le ventre là, qui est en train de travailler. Après, il y aura le nid. Voilà, tout ça. Ils ont de la chance, les vignerons. Et c'est peut-être parce que Jacqueline est une femme, justement, qu'elle s'est approchée de cette philosophie. C'est en ça que la femme est différente dans le milieu du vin. C'est aussi d'oser exprimer tout ça. Il ne va pas oser dire, effectivement, ça ressemble... Il va dire c'est un enfant, oui, un enfant, mais il ne sait pas. Mais là, oui, c'est... Ouais. Merci. C'est loin d'être fini. Hein. Quel privilège. La biodynamie est quand même une technique extrêmement lente. Mais ce qu'on appelle des jus, hein, d'ailleurs, on est vraiment sur le jus de fruits. Voilà. Là, il reste beaucoup de sucre encore, mais il y a un très très bon nez et vraiment une expression aromatique assez intense en fait. C'est déjà très intense. La température est bien, hein? Oui. Ça conserve une belle température. Oui. Un vrai privilège, je te remercie. Je pense que tu as bien travaillé. Et puis alors, ces amphores sont magiques. Prends-en bien soin. Et après, moi, je reviens quand tu es en bouteille. Hein. Tout à fait. Avec plaisir. Merci, Jacqueline. Si Gisèle Marguin est aujourd'hui l'un des sommeliers les plus titrés de France, elle le doit à son caractère bien trempé.
J'ai fait des études de comptabilité, donc rien à voir avec le vin. Je me suis mariée avec un chef cuisinier. Nous avons donc tenu un restaurant étoilé Michelin. Et un jour, j'ai un client qui m'a dit « Mon petit, demandez au chef ce qu'on doit boire avec ce plat. » Il y a un petit peu de caractère. Je me suis dit « Non, ça ne va pas faire comme ça. » Gisèle Marguin a alors passé son CAP de sommelier et poursuivi dans cette discipline un brillant parcours. Lucie Moutonnet, peut-être parce qu'elle est une femme, accueille maintenant une classe de maternelle. Elle va leur faire découvrir son travail et goûter ce produit extraordinaire, le jus de raisin. C'est une plante d'exception parce que d'abord, c'est une plante qui a toujours suscité l'intérêt chez les hommes. C'est pas récent qu'on fasse du vin, c'est pas récent qu'on mange du raisin. Et d'abord, ça a une valeur nutritive super intéressante. C'est la même composition que le lait maternel, à quelque chose près. Donc on sait qu'il y a énormément de vitamines, de sucre, d'éléments minéraux. Donc dans tous les cas, c'est quelque chose qui a passionné l'humain, je crois, depuis des siècles et des siècles. La jeune femme va aussi en profiter pour prendre les clés de la vendangeuse à ses collègues et en faire une démonstration aux petits. Comme c'est un beau jouet, il ne me laisse pas monter dessus. Alors de temps en temps quand même, je tape du poing sur la table, je veux quand même pas perdre le contact avec l'outil parce que comme les outils évoluent chaque année de façon impressionnante, sur 2-3 ans si on la touche plus, après pour s'y remettre c'est dur quoi. C'est pas un outil facile à manipuler mais elle se débrouille très bien, oui. Allez, au travail. Pour les enfants, ce sera des vendanges manuelles. Tout ce que j'ai coupé. Elle est grosse. Elle est un petit peu lourde. Une fois les grappes rapportées, les enfants vont faire comme au pressoir. Vous remplissez votre moulin à légumes avec du raisin, les enfants. Allez, vas-y, Diana. Mais tu peux en mettre plein de grains, hein. Samuel, vous remplissez. C'est un moment privilégié parce que c'est le moment où on a plein d'enfants, souvent intéressés, qui posent des questions très sympas. Et c'est le moment d'expliquer notre métier avec, en essayant de se mettre à leur portée, ce qui n'est pas toujours évident. Mais moi, je fais avec grand plaisir parce que c'est pas parce qu'ils habitent à la campagne qu'ils connaissent vraiment le monde rural. Et c'est un moment où on peut les initier un petit peu à ce qui se produit aux saisons. Un jus de raisin extra pur qui sera partagé en classe dans les jours à venir. On a dégusté tout à l'heure avec Joël. Partager, c'est aussi l'idée de Vincent Garnier. Il a réussi à transmettre sa passion pour la vigne à Louise, sa fille. Elle souhaite commercialiser les vins du domaine. Là, on a encore des grains qui sont restés, qui devaient être verts à l'époque. Voilà. D'accord. Okay. Bah, elle a envie, tant mieux. Tant mieux. Je souhaite même l'aider, mais si c'est elle la chef, ça sera que mieux. Hein. Voilà. À 17 ans, la jeune fille est en terminale Vigne et Vin à Saint-Maximin, au lycée Provence Verte. Quelle est la densité, s'il te plaît? 1055. Et la température? 14. Preuve que les métiers du vin se féminisent, ici, même la prof est une femme. Les camarades de classe de Louise, des garçons, presque pas étonnés de la voir là. Enfin, un peu, tout de même. Il y a certaines choses que j'ai encore du mal à comprendre pour certains travaux féminins. Mon grand-père, tout ça, il envisageait mais jamais une femme dans les vignes. C'est chacun sa place. Et après, j'ai un peu, pas la même pensée, mais je commence à comprendre que oui, elles sont utiles partout, qu'elles soient dans les vignes, en cave ou... Il y en a quand même si elles sont... Oui, il y en a quelques-unes qui taquinent, oui, mais... Il ne faut pas dire non, non, non. Oui, non, non. Il y en a certaines où elles y sont... Vas-y, la rangée suivante. Et lorsqu'il s'agit de grimper sur le tracteur, Louise n'est pas la dernière. Dans ce lycée agricole, les élèves filles sont même de plus en plus nombreuses. On a eu une petite période, il y a une dizaine d'années, où il y a un peu de filles. Ensuite, à nouveau plus de filles. Et là, ça fait 3 ans, 4 ans qu'il recommence à y avoir des filles. Et là, par contre, un peu plus. 3, 5 par classe. Je pense qu'il y a eu des pionnières. Et donc, elles commencent à voir que... elles ont la possibilité de le faire. Il y en a d'autres déjà qui ont commencé. Et elles prennent le relais derrière. Donc là, il y en a qui veulent s'installer, reprendre derrière leurs parents. Certaines veulent être œnologues. Il y a de quoi faire. C'est d'habitude.
Une femme sur un tracteur ou dans les champs, ce n'est pas encore dans toutes les mentalités. Fanny Marchal en a fait l'expérience amusante il y a quelques temps. J'ai senti un petit peu quand j'étais en coopérative, quand même. Ah, peut-être en coopérative alors. Mais en tout cas, surtout pour le tracteur, etc. Enfin, comme moi j'ai une petite taille, ils se sont empressés de vouloir me mettre des cales sous les pieds pour toucher les pédales, etc. Quand je reculais, ils se mettaient à 5 pour me dire non, plus par là, plus par là. Excellent. Mais bon, voilà, et une fois que j'ai fait ma place, maintenant ça se passe bien. Pendant plusieurs années, cette viticultrice de la Motte, au cœur de la Dracénie, a fait son propre vin. Aujourd'hui, elle vend son raisin directement sur pied à un autre producteur. Et pour cette femme, protéger la terre, c'est une évidence. J'ai l'impression que quand on est une femme, on est peut-être un peu plus conscient et un peu plus protecteur, cet instinct de protéger sa famille et son avenir, sa santé. C'est peut-être l'instinct maternel protecteur qui engendre cette prise de conscience. Mais aujourd'hui, par principe de réalité, la jeune femme ne produit plus de vin. Pour retrouver un équilibre financier et familial, Fanny Marchal fait seulement pousser du raisin. Maman devant le tracteur, maman au pressoir et maman dans la cuve. Plus de bouteilles, mais 3 bébés, voilà. Ça a remplacé un peu cette activité. C'est un peu triste de devoir arrêter la vinification et la commercialisation et de voir ainsi son projet pas totalement abouti puisqu'on s'arrête au raisin, mais c'est un réel plaisir de voir aussi grandir ses enfants, c'est très important. Fanny Marchal a conservé le dernier magnum de sa production. La dernière bouteille qui reste à consommer, puisqu'elle est de 2009, c'est un rouge qui se conserve 5-6 ans. Elle garde de cette époque un vrai sentiment de fierté, mais aussi beaucoup de regrets. À l'arrivée de la bouteille sur le tapis juste avant la mise en carton, c'est la larme à l'œil, parce que c'est quand même le produit final. On voit son produit, on est fier d'être arrivé jusque-là. Gisèle Marguin rencontre une professionnelle qui, elle, vinifie toujours. C'est elle qui élabore les vins. Et lui, le plus technicien de la vigne. Donc c'est encore une autre facette de la Sainte-Victoire. Il s'agit d'Hélène Dragon. On va faire un tour dans la cave pour voir un petit peu l'installation et puis éventuellement goûter un peu ce qu'il y a dans les cuves. Là, allez, on va dans la cave. Allez, super, on va dans la cave. Des difficultés, la jeune femme en a aussi rencontré quelques-unes, même dans sa propre famille. Dans la tête de mon père, c'était tellement exclu qu'une fille puisse faire ce métier que j'ai subi absolument aucune pression. Mais une fois qu'elle a voulu reprendre les rênes de l'exploitation, autre son de cloche. Je me rappelle notamment la première année où moi je voulais faire un rouge de garde et lui faisait toujours des rouges légers, friands à boire dans les 2-3 ans. Et tous les matins il me disait bon alors on décuve. Et je dis non, je veux faire une macération plus longue. Bon alors on décuve. Et un matin quand je suis arrivée à la cave à 6h du matin, il avait décuvé et tout le rouge était dans le pressoir. Donc là j'ai claqué la porte et je lui dis maintenant ou c'est toi qui vinifie ou c'est moi. Mais si c'est toi, moi je vais travailler ailleurs. Quand il a vu que le ciel ne nous était pas tombé sur la tête, il a fini par accepter que j'ai pris les rênes de la cave. Depuis, Hélène Dragon poursuit son chemin, en gardant une vision féminine du travail, jusque dans les moindres détails, comme la couleur des cuves de sa cave. Comme dans toutes les caves, c'était des cuves rouge bordeaux. Après, j'ai décidé de les faire refaire à l'intérieur, l'époxy, puis la peinture. Et quand j'ai demandé à l'entrepreneur de me les repeindre, elle a dit bon je fais comme d'habitude. Je lui ai dit non, ça me fout le cafard, mettez-moi des couleurs un peu plus gaies. Donc il est reparti en bougonnant que c'était bien dîner de bonne femme, ça quand même. Et puis là quand j'ai des visiteurs, ça fait toujours réagir. Mais oui, peut-être que mon mari n'aurait pas fait ce choix-là, c'est une cave de filles. Bonjour. S'imposer dans le métier. Et c'est aussi par là qu'est passée Christelle Gourin. Elle est l'une des jeunes œnologues en vogue dans notre région. Nous sommes près de Vidauban, au centre du Var, dans un domaine plusieurs fois médaille d'or. Donc je t'ai préparé des cuves sous-tirées. Ouais.
Donc, si on pourrait discuter un peu, déguster, on va faire le déguster point tout un ça, peu. faire un petit point. Et les dernières qui fermentent, comme ça on voit un peu s'il y a quelque chose à ajuster. Et, on va Tout à fait. Ok, allez, c'est parti. Et là, en bâtonnage, tu penses quoi? Ouais, moi par contre là oui. Parce qu'il y a ce côté limite un peu végétal, tu vois. On accroche. Et je pense qu'il faudrait un peu arrondir les angles. Et un peu de bâtonnage là-dessus, on gagnerait un petit peu d'épaule et ça serait... Des domaines prestigieux confient à Christelle Gourin l'élaboration de leur vin. Mais se faire accepter en tant qu'œnologue femme, c'est parfois un peu compliqué. Le fait de rentrer dans une cave et d'être une femme, certes, on apporte ce côté féminin un peu délicat, mais quand même, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients dans le sens où il vous faut... tu m'as attesté quand même 1 an ou 2 avant d'être sûre de m'accorder la totale confiance et de ce qui est normal. Hein. Est-ce qu'un jeune œnologue qui sort d'université serait exactement la même chose? Oui, certainement. Certainement. C'est peut-être vu dans mes yeux de femme à moi. Mais une femme dans une cave, c'est aussi une vraie diplomate. Et ça, c'est un homme qui le dit. La différence, c'est simple, c'est qu'un œnologue homme, c'est 2 commandants en chef dans la cave, je pense, hein, avec le maître de chez. Là, c'est peut-être plus une ambassadrice du vin qui vient nous voir. Donc on est un peu plus... voilà, on est un peu plus, je pense, posé, on est plus à l'écoute et on fait plus attention peut-être aux sentiments. Hein. Après l'assemblage du rosé, Christelle Gourin va maintenant goûter les rouges en fût de chêne. Ils font partie des plus chers de Provence. Tu vois, ça sort bien, je trouve. On perd ce côté, tu vois, surmûri du cépage. Et on garde une belle tension. Une œnologue femme, est-ce étonnant pour les clients? Il le dit pas. Honnêtement, je me suis jamais posé la question et puis je donne souvent son nom et son prénom. Christelle Gourin est aujourd'hui une œnologue reconnue dans son domaine, les vins de Provence, sa terre natale. À Pontevès, Lucie Moutonnet, dans son petit domaine, travaille seule à la cave. Dans ses cuves, le raisin ramassé commence doucement à maturer sans aucune intervention. Et donc on est en tout début de fermentation. Moi j'en fais et mieux ça se fait. En fait c'est un procédé qui est naturel. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne laisse pas faire la nature ce qu'elle fait le mieux possible. Mais le vin de Lucie est-il un vin de femme? Et les vins de femme, est-ce que ça existe vraiment? J'en ai aucune idée. Non, je crois que qui que ce soit, c'est la sensibilité de la personne qui va jouer. Vous avez des hommes hyper fins, peut-être très sensibles, et des femmes un peu plus rustiques. On ne va pas faire la différence, je ne crois pas. Moi, j'aime pas bien mettre les gens dans des cases. Je ne suis pas sûre que ça ait un impact. Peut-être que je suis plus attirée par le côté, c'est vrai, gestion environnementale, globalement sur l'exploitation, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Peut-être que les hommes sont moins sensibles à ça. Je ne suis pas dans la performance, je suis dans la satisfaction. Gisèle Marguin atteint la dernière étape de son rallye, en plein cœur du pays de Traits, dans un domaine familial qui date du XIIIe siècle. J'adore ce lieu. Je trouve que l'esprit religieux s'inspire. L'une des propriétaires propose aux visiteurs du jour une alliance mets et vin un peu particulière, du blanc sec sur du fromage de chèvre. Aujourd'hui même, des gens qui étaient surpris par cet accord, comme on avait à côté un vin rouge, ils ont pu, sur la même bouchée de chèvre, goûter le rouge, et ils ont vu un peu le petit affrontement que ça créait, tandis que le vin blanc, c'est la parfaite complémentarité avec le chèvre. Après, le vin rouge peut aller sur certains fromages, mais sur la plupart des fromages, le chèvre, et c'est vrai aussi pour la brebis, le vin blanc, et notamment un Côte de Provence blanc, sec, va très très bien.
Ce domaine a été légué à Sophie Sumer par sa grand-mère. Une femme propriétaire, c'était à l'époque une exception. Aujourd'hui, lorsque la famille pense à l'avenir, rien n'est exclu. C'est vrai, de faire partie d'une famille. C'est pas une fille qui va prendre Alors, j'ai une fille aussi. J'ai une fille aussi. Ils ne sont pas exclus, les garçons, quand la preuve. Non, les garçons ne sont pas exclus, on est très ouverts. On essaye de leur expliquer les choses et de leur montrer un petit peu le métier et puis de les laisser aussi venir et qu'ils fassent leur chemin me paraît important à ces âges-là, parce que c'est un peu comme ça que je l'ai fait moi aussi. Oui, surtout pas qu'il y ait de pression. Voilà. Christelle Gourin, elle aussi pense à l'avenir. L'œnologue a rendez-vous chez une de ses amies. Souvent, si tu fais que blanc, il y en a qui vont ne pas venir parce qu'ils sont plutôt amateurs de rouge et inversement. Ensemble, elles vont bientôt ouvrir ici des ateliers d'œnologie. Et les deux jeunes femmes en sont persuadées, l'atout des filles dans le milieu du vin, c'est leur regard différent. Elles ont un meilleur palais, on peut le dire. Un peu plus de délicatesse, une approche différente, dirons. Leur projet, simplifier le discours autour du vin, le faire découvrir, apprendre aux autres à le déguster. Dans le plan qu'on cherche à faire là aujourd'hui, c'est justement émoustiller un peu tout le monde avec tout ce que notre palais peut nous apporter pour se rendre compte que finalement on ne fait pas simplement que boire, mais que déguster c'est quand même quelque chose de relativement fin et qui peut apporter énormément de plaisir. Le vin, c'est pas effrayant, c'est pas mondain et on n'a pas besoin de sortir de grandes phrases pour apprécier. Le plus important, c'est pas de savoir parler du vin, c'est de savoir le partager et de savoir véhiculer et puis de savoir dialoguer autour du vin, parce que déguster une bouteille de vin seul, même le plus grand vin du monde, c'est plaisant, mais si on le partage pas, il n'y a plus d'intérêt, quoi. Toutes ces femmes, à leur manière, ouvrent aux autres le petit monde du vin. Elles font tomber les barrières et rendent accessible ce breuvage millénaire et tout ce qui tourne autour. La culture de la vigne, le travail en cave ou la dégustation. À coups de sourire et de bonne humeur, mais aussi de travail, loin de l'ivresse, ces femmes écrivent au monde du vin ces lettres de noblesse, toutes en finesse. L'émission touche à sa fin. Vous pouvez bien sûr revoir ces reportages sur nos sites internet. Très belle fin de soirée et à bientôt sur France 3.